Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la nouvelle émission du Codes 83, appelée Code Santé, que vous allez pouvoir retrouver une fois par mois à partir du mois de mai. Aujourd'hui, donc, l'émission portera sur la santé environnementale, étant donné que, comme vous avez pu le voir ces dernières semaines, il y a le dernier rapport du GIEC qui est sorti. C'est pour ça qu'on a choisi ce thème-là pour la première émission de l'année. Je suis accompagné aujourd'hui de Julie, Martina et Virginie, qui vont m'accompagner aujourd'hui sur cette émission pour discuter autour de l'alimentation et de l'environnement. Et on va essayer de répondre à la question comment gérer notre alimentation tout en essayant de respecter un petit peu les changements climatiques auxquels nous devons faire face. Nous allons commencer donc avec Virginie. Quel est le lien pour toi entre l'alimentation et l'impact de l'environnement ? Pour moi, le premier lien, ça va être que chaque aliment en fait, qui va être consommé, chaque type d'aliment, chaque famille d'aliments va nécessiter des ressources énergétiques au niveau de la planète, que ce soit de l'eau, que ce soit de l'ensoleillement, des ressources au niveau de la terre, des minéraux, etc. Et effectivement, selon la production et selon le type d'aliment, la consommation de ressources va être différente. Et moi, la première famille d'aliments à laquelle je pense, c'est les protéines. Et le rapport entre les protéines animales et les protéines végétales, là, depuis le dernier PNNS, en fait, les protéines végétales sont de plus en plus valorisées comme un aliment qui peut substituer les protéines animales, justement, pour leur intérêt nutritionnel, mais aussi pour l'intérêt consommation des ressources de la planète qui va être très différent l'un et l'autre, quoi. Du coup, je fais le lien avec ce que dit Virginie sur le fait aussi que non seulement il y a le lien environnemental, mais il y a le lien budgétaire. Le fait que les légumes secs sont moins chers en fait que la viande. Donc il n'y a pas seulement l'aspect environnemental, on le voit en fait, on le met en avant dans notre discussion, mais aussi auprès de nos publics. Généralement, on va leur parler du fait que la viande c'est quelque chose qui coûte cher, qui va avoir un impact vraiment sur le porte-monnaie, et du coup de le remplacer avec des légumes secs, ça peut vraiment permettre d'alléger ça. Et puis en même temps, on fait le lien avec l'environnement. Mais c'est tout l'intérêt, en fait. C'est ce que je te disais ce matin. J'ai regardé un petit peu le rapport de prix entre les protéines animales et les protéines végétales, parce que c'est vrai que les publics auxquels on a affaire, et tout le monde est intéressé par ça, par l'aspect budget au niveau de l'alimentation. Et par exemple, pour un apport à moyen d'une vingtaine de grammes de protéines, on va être sur 1,37 € si c'est des protéines animales, et on va être sur moins d'1 € si c'est des protéines végétales. La seule chose, c'est que quand c'est de la protéine végétale, ça demande un peu plus de réflexion, parce qu'il faut associer plusieurs types d'aliments pour arriver à la même quantité de protéines. Alors que sur la protéine animale, tu achètes 100 grammes de poulet, tu as 23 grammes de protéines, quoi. Donc ça demande un petit peu plus de développement de connaissances, et c'est ce qu'on fait aussi nous sur nos projets quand du coup on explicite quel est l'intérêt justement de varier ces protéines et de comment les associer ensemble pour avoir des besoins nutritionnels qui soient satisfaisants, quoi. Et c'est ce qui est un peu fait dans les écoles, du coup, avec maintenant un repas végétarien, du coup, obligatoire. Oui, ça c'est des questions qu'on a sur les formations qu'on mène, notamment auprès des ATSEM, sur la mise en place des repas végétariens et comment on accompagne ça, et expliquer quel est l'intérêt et pourquoi c'est mis en place. Et oui, ça fait partie beaucoup des questions qu'on est amené à avoir. Ouais. Et est-ce que c'est bien vu, du coup, par les parents parce que c'est quand même symboliquement assez fort, du coup, de la consommation de viande. Est-ce que, du coup, vous avez des remontées un petit peu de terrain qui vous disent que des parents qui ne sont pas forcément favorables à cette journée du végétarien? Les parents, non, mais l'année dernière, j'ai fait un projet avec un collège, et du coup, on avait interviewé le cuisinier pour savoir un peu pourquoi, en fait, il y avait ce genre de repas qui était mis en place au collège. Mais du coup, même les collégiens, en fait, avaient du mal à comprendre pourquoi, en fait, ils avaient mélangé un peu, je pense, plein de choses, et je pense que c'est un peu le retour des parents qui avait été fait, mais dans l'idée... mais du coup, on enlève la viande, mais est-ce que c'est un lien avec le porc? Est-ce que c'est en lien avec la religion? Ils avaient un peu tout mélangé, en fait. Ils n'avaient pas trop fait le lien avec l'environnement. C'était un peu compliqué pour eux de tout... Et du coup, je me dis qu'en fait, je pense que la question de la religion s'est posée, mais je suis pas sûre que ça soit leur réflexion à eux. Ce soit peut-être les parents qui l'ont glissé dans la conversation et pas forcément leur propre raisonnement, quoi. Après, ça vient aussi, pour moi, questionner beaucoup, je trouve, la culture alimentaire, parce que... Voilà, on est dans un pays où la culture alimentaire, elle est hyper importante, elle est bien imposée, bien encadrée. Et c'est vrai que du coup, avoir des repas sans protéines animales, sans viande, sans poisson, qui est quand même un des éléments qui paraît le plus important sur un plat,
Du coup, ça vient un petit peu interroger les professionnels, les parents sur l'association des aliments, sur comment on compose un repas. Ça vient un petit peu questionner tout ça et dire pourquoi ils ont mis des lentilles avec du riz, c'est pas cohérent, c'est pas des choses qui vont ensemble culturellement. Donc ça vient un petit peu bouger aussi ces bases-là, mais c'est pas inintéressant parce que ça permet de s'ouvrir justement à d'autres cultures alimentaires et d'aller vers la création et de la nouveauté au niveau des plats, quoi. Après, le GIEC disait qu'en fait, il n'émet pas de recommandations en disant il faut manger, je vous conseille que de manger que des protéines végétales. En fait, eux, ce qui disent juste qu'en fait, au niveau de l'impact environnemental, c'est que produire des protéines végétales et des protéines animales qui ont un faible, qui émettent faiblement en fait des gaz à effet de serre, c'est plus ça en fait. C'est plus la production de bœuf où on sait que ça demande beaucoup d'eau, beaucoup d'effets de serre, etc. C'est là en fait où ils disent faut faire attention sur cette consommation là. Ils prennent en compte le fait que dans le monde, en effet, il y a des cultures qui sont différentes, qu'en France, on sait que si à la cantine, on sait qu'il n'y a pas la viande, les parents vont peut-être un peu tilter et dire moi quand je paye le repas à la cantine, il faut obligatoirement ça. Donc c'est un peu là où le GIEC a dit attention, nous on dit juste que il faut changer un peu nos habitudes et faire attention à certains produits. Oui, davantage intégrer les protéines végétales. Oui. Mais du coup, ou animales, mais à petits, qui ont un faible impact, ou du moins qui sont faits dans une manière qui respecte l'environnement. C'était plus ça. Puis ça va en plus en accord avec le PNNS, du coup, qui disait qu'il fallait réduire, dans les recommandations, du coup, qui valorise les légumineuses, et puis qui dit aussi qu'il faut éviter de dépasser les 500 grammes de viande rouge par semaine. Donc du coup, ça va aussi dans ce sens-là. Parce que ça va dans l'aspect, en fait, non seulement environnemental, mais l'aspect santé, parce que du coup, l'aspect viande rouge, le fait d'en consommer beaucoup, c'est pas non seulement dans l'idée, le bœuf, ça consomme beaucoup d'eau, c'est mauvais pour l'environnement, mais il y a aussi le fait de santé, qu'il y a un impact sur le cœur, ce genre de choses. Donc du coup, c'est plus aussi en lien avec ça. Et du coup, dans vos projets que vous menez, comment est-ce que vous arrivez à intégrer ces notions-là dans vos projets? Est-ce que vous vous appuyez justement, par exemple, sur cette journée de végétarien, on va dire, à la cantine? Est-ce que c'est des choses qui vous servent pour amorcer vos projets ou pas du tout? Alors, pas directement auprès des publics. Enfants, moi, je suis beaucoup avec des 3-6 ans, donc ça leur parle pas trop. Mais par contre, plus avec les professionnels qui se questionnent vraiment, où j'ai l'impression, moi, que c'est menu végétarien et tout ça, c'est un peu tombé comme ça, sans que ça soit vraiment, comme disait Julie, expliqué dans quel intérêt, etc. Donc là, on fait plus de démarches d'explication, de formation au niveau des professionnels. Moi, je l'intègre plus comme ça. Et après, quand on a des questions spontanément, on est amené à y répondre, quoi. Rapport du GIEC, ce qui pouvait être intéressant, c'était notamment les protéines, donc les protéines animales et les protéines végétales. Donc on souhaitait un petit peu augmenter la portion des protéines végétales en comparaison des protéines animales. Est-ce qu'il y a une autre famille d'aliments du coup qui est un peu impactée par ce rapport-là et que vous pouvez mettre en avant? Et donc on va avoir un impact en fait sur les cultures tout simplement avec les fruits et les légumes. Le fait qu'il y ait de plus en plus de pesticides aussi, on a un problème avec les agents pollinisateurs, les abeilles, ce genre de choses. Donc sans ça, en fait, on ne peut pas avoir de fruits et légumes. Donc tout ça, ça va forcément poser question à un moment donné. Le fait qu'il n'y ait que des monocultures, ce genre de choses, est-ce que ça va être viable sur le long terme? Je ne pense pas. Le fait qu'on va avoir de plus en plus de ravageurs, ce genre de trucs d'insectes qui va avoir un impact mauvais en fait sur les cultures. Donc ça, est-ce que sur le long terme, ça va être faisable? Donc il y a ce genre de questions qui va se poser. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à avoir des fruits et des légumes déjà qui ne sont pas remplis de pesticides? Est-ce qu'on va pouvoir manger des fruits et légumes tout au long de notre vie? Et à des prix abordables. Aussi, le prix, en fait, c'est que du coup, est-ce que ça ne va pas devenir un produit de luxe? Comment est-ce qu'on va... Alors qu'on est toujours là à dire la phrase toute bête, mais les 5 fruits et légumes par jour, comment est-ce que ça va pouvoir tenir sur le long terme? C'est la question aussi qui va se poser au bout d'un moment. C'est que... Après, tu vois, c'est là où l'intérêt de l'éducation, de la promotion de la santé, elle se place, quoi. C'est que nous, on va être dans le champ vraiment de la prévention et dans le champ éducatif. Et du coup, tu vois, sur les projets qu'on est amené à faire, du coup, être dans l'explication, être dans montrer aux enfants et aux pros aussi, parce que parfois, c'est pas forcément évident, quel lien ça peut avoir, notamment avec comment grandir un légume, d'où ça vient un légume, où ça pousse, est-ce que c'est issu d'une fleur, ça pousse sur un arbre. Vraiment faire tout ce cheminement en amont de valoriser l'aliment avant qu'il soit dans l'assiette, pour connaître un petit peu son origine,
pour voir aussi, en fait, ok, c'est pas si évident que ça que d'avoir autant de fruits et légumes chez soi. C'est derrière, il y a des mois et des mois de travail pour que du coup, ils puissent arriver dans notre assiette, quoi. Et là, vous avez, pour travailler ça avec les enfants notamment, est-ce que vous, des professionnels, est-ce que vous avez des outils particuliers qui vous permettent d'aborder ce sujet-là? On a développé un petit peu des activités sur les agents pollinisateurs. Julie, elle a travaillé du coup, il y a plein de choses. Dans les écoles, ils ont quand même je ne vais pas dire obligations, mais en fait certaines directives pour intégrer le développement durable au sein de l'école. Donc, il y a la mise en place des potagers. Il va y avoir aussi avec les hôtels à insectes, donc du coup de valoriser en fait justement encore une fois les agents pollinisateurs, prendre l'intérêt de protéger les jardins, les potagers. Donc tout ça, il y a tout ce travail-là d'expliquer parce que en fait, finalement, les enfants, quand on leur explique les abeilles et tout ça, eux, le premier truc qu'ils pensent, c'est « Ah, ça va me piquer, il faut les tuer ». Et en fait, ils ne sont pas dans cette logique-là. Pour eux, c'est pas évident tant que ça de comprendre qu'il faut les protéger, au contraire, alors qu'eux sont dans l'idée « Ah non, mais ça pique ». Et du coup, il y a tout ce travail-là. Mais en fait, on se rend compte que les professionnels ont besoin aussi de comprendre ça et de savoir l'importance de ça. Donc, il y a tout ce travail-là qui est fait auprès des enfants, des plus grands aussi, du coup, mais... Et vous avez des outils en particulier, genre au centre doc, peut-être? Oui, alors effectivement, il y a beaucoup de demandes au centre documentaire concernant les démarches environnementales et aussi l'alimentation. C'est vraiment cette idée que on peut partager cette notion que l'alimentation, dans le monde où tout va vite, elle change, elle n'est pas forcément saine, mais en même temps sensibiliser les enfants à ce sujet-là pour faire comprendre qu'on fait partie de l'environnement. Ça veut dire qu'à travers cette alimentation, on n'est pas juste consommateur, mais au choix quotidien de manger, je peux aussi être acteur, puisque j'en fais partie de la nature. Alors oui, il y a plusieurs outils au centre documentaire. Nous accueillons ici les professionnels, soit de milieu éducatif, soit de milieu santé, soit de milieu social, qui souhaitent sensibiliser à travers différentes thématiques, puisque c'est effectivement une dimension assez importante, très vaste. Par quoi je commence ? En quoi je donnerai la priorité, je ne sais pas, à légumes et pas à viande, ou légumineuses, etc. Entrer dans cette jungle. Alors, au centre documentaire, on se pose avec les personnes, on évalue leurs besoins, puisqu'il y a cette volonté d'aller vers les démarches d'éducation pour la santé, et on va proposer des outils où on va à chaque fois les adapter, puisque il y a cette demande aussi d'adaptation. Alors, on peut sensibiliser aux légumes, découverte de légumes, ou redécouvrir les légumes, certaines pour les enfants aussi. Alors, il y a aussi la notion de gaspillage alimentaire, prendre conscience de ce trop, c'est toujours trop, peut-être trop dans l'assiette, peut-être trop dans la poubelle. Donc ça, c'est à destination des professionnels et du public. Alors oui, ensemble des outils tels qui sont conçus, ça touche plus l'école primaire. Mais on peut bien évidemment adapter les jeux ou le contenu aussi selon les demandes, puisque les demandes sont tellement variées. On s'adresse aux professionnels du département, mais on s'inscrit dans cette démarche d'éducation pour la santé de manière globale. Alors, on peut aussi sensibiliser le sujet sur l'interrogation concernant l'agriculture biologique, et aller aussi inscrire aussi la nourriture dans la temporalité. Puisque la nature, elle a aussi son temps, qui n'est pas forcément le nôtre, mais qu'on a peut-être des fois aussi oublié. Ça, c'est quelque chose qui est hyper demandé. Enfin, moi, dans mes projets, la saisonnalité, c'est quelque chose que les maîtresses, parce que souvent des maîtresses, mais veulent toujours travailler. C'est quelque chose pour elles qui est hyper important, parce que les enfants n'ont aucune notion de ça. C'est la tomate, elle est là toute l'année au supermarché. Donc la tomate, elle pousse tout le temps, quoi. Déjà, elle pousse au supermarché, donc c'est déjà pas mal. Et en plus, elle pousse tout le temps. Donc ça, ils n'ont plus aucune notion, ils n'ont pas la valeur, en fait. Comme disait Martina, ils ne savent plus, en fait, que la fraise, quand elle pousse, en plus, c'est un produit qui est fragile, il faut prendre son temps pour qu'elle pousse, et elle pousse à une certaine saison, quoi. Elle ne pousse pas en plein du mois de janvier, c'est pas possible. Donc ça, les enfants n'ont plus la valeur, ils savent plus ce que c'est concrètement. Donc avec le potager et ce genre d'outils, ça nous permet vraiment de les
resensibiliser à ça, d'essayer de comprendre que voilà, la fraise, la tomate, c'est en été, que le chou, c'est en hiver, et comme ça, quoi. Mais ça, et c'est quelque chose qui est difficile pour eux. Donc ouais, ce genre d'outils, moi, je m'en sers beaucoup pour ça, pour essayer de les faire comprendre l'importance de ça. Et après, dans vos interventions, j'imagine qu'elles ne sont pas juste ponctuelles, qu'il y a une ambition de pérenniser ça un petit peu dans les structures. Est-ce qu'il y a, vous avez des exemples peut-être d'écoles ou d'associations qui ont mené ce projet après votre venue? Alors moi, je prends l'exemple, du coup, je reprends avec les saisons, mais là, dans une école, on a construit 2 arbres assez hauts, à peu près 1,50 m, et du coup, on s'est amusé à faire avec les saisons. Et du coup, cet outil-là va rester dans l'école pour pouvoir en fait sensibiliser les autres élèves et avoir une trace pour montrer que les fruits et légumes de saison sont importants, qu'on a besoin de les apprendre, de les connaître. Donc, ce genre moi, mon projet permet en fait, ça permet d'avoir un outil qui reste dans le temps, qui sert aux autres et qui, voilà. Donc, c'est ce genre de choses. Après, ça, c'est la spécificité du projet que coordonne Julie, qui s'appelle Santé Participative. Mais dans l'ensemble d'autres projets, même ceux sur lesquels on peut être amené à travailler, en général, nous, on les construit sur des modules de plusieurs séances. Donc, dans tous les cas, nous, on intervient plusieurs fois avec le professionnel auprès des enfants. Donc, déjà, il y a un lien qui se fait. Et puis, on est toujours dans la perspective de comment eux vont préparer les enfants à la thématique et de comment ils vont poursuivre aussi le travail que nous, on a entamé. Donc très souvent, ça va par reprendre simplement des notions dans le quotidien, comme quand les enseignantes, elles regardent les menus le matin et qu'elles refont le point avec les enfants sur l'équilibre alimentaire. Est-ce qu'on a toutes les familles d'aliments? Ah tiens, là aujourd'hui, on n'a pas de protéines qui viennent des animaux, mais on a d'autres protéines. Enfin, voilà, en fait, il y a tout ce lien-là qui est fait avec les albums, avec les outils aussi que les enseignants nous demandent, qu'on peut leur fournir et qui restent aussi dans le quotidien de l'enfant. Donc ça, c'est un travail qui est fait, mais de façon très maillée, très tissée, qui n'est pas forcément très visuel, très évident, mais où les enfants en fait, vont réactiver les connaissances grâce à plein de petits éléments du quotidien. Et toi, Martina, est-ce que tu as du monde en fait, du milieu scolaire qui vient de leur propre chef pour te demander des outils? Alors, de plus en plus. Alors, les enseignants ne sont pas toujours très disponibles. Je ne pense pas aussi qu'ils ont tous connaissance de l'existence du CODES, puisqu'ils ont leur propre réseau de centres documentaires, voilà, en éducation, tout pur. Voilà, éducation pour la santé, c'est un peu notre dimension. Par contre, oui, les demandes portent à travers les parents d'élèves, voilà, ou à travers les bénévoles, ou à travers différents professionnels à qui, en fait, c'est important pour eux d'aller vers cette dimension de travailler la santé. Voilà, tel qu'on réfère en définition de l'Organisation mondiale de santé, c'est que c'est un état de bien-être physique, psychique, voilà, environnemental aussi. C'est-à-dire que c'est là dans la construction de être bien. Mais être bien, comme elle a dit Virginie, comme elle a dit Julie, c'est quelque chose qu'on construit au quotidien. Tant qu'on ne prend pas conscience de notre habitude de consommation ou de choix alimentaire, c'est difficile de changer ça. Et on sait très bien, voilà, parce que voilà, qu'on ne peut plus aller vers les mêmes choix. C'est ce qu'il nous dit un petit peu ce rapport. Il dit attention. Maintenant, c'est le temps aussi d'aller vers autre chose. Alors, par contre, changer l'habitude alimentaire, c'est quelque chose d'extrêmement je dirais pas difficile parce que ça peut être facile, mais déjà il faut prendre le temps de regarder nous-mêmes dans nos habitudes alimentaires, de voir aussi, voilà, regarder nos choix au quotidien. Voilà. Et ça aussi, ça s'accompagne. Voilà, à travers un professionnel de santé, voilà, diététicienne ou éducateur pour la santé. Mais ça ne reste jamais que très statique, parce que les outils permettent ça. Ça veut dire que ça peut être tout à fait créatif, comme dans l'outil au fil des saisons. On peut même produire aussi des choses, mais vraiment très très beaux avec les enfants pour représenter cette dimension de la nature et de la beauté de la nature. Et comme elle a dit Julie, aussi à travers un arbre pour poser la saisonnalité, pour comprendre, d'être vraiment dans différents aspects. Voilà. Oui, encore une fois, c'est pas dans l'idée de vouloir tout changer. En fait, mais encore une fois, c'est vraiment de susciter une réaction, une réflexion autour de ça. Enfin,
je pense que même en se disant que ça reste des enfants, je pense qu'eux réfléchissent vraiment à ça. Je pense qu'ils sont dans une génération où la question de l'environnement, ils l'entendent tout le temps. Donc ils sont sensibilisés vraiment à ces questions-là et je pense que ça ne va pas s'améliorer de toute façon, ça va faire partie de leur quotidien. Enfin, pour eux, le Covid, c'est inscrit dans c'est quelque chose qui est normal, on a vécu avec le masque et pour eux, c'est ça. Mais je pense que l'environnement, c'est un peu la même chose. Ils le savent, qu'il faut faire attention. Enfin, je me dis, nous, quand on était à l'école, la notion de tri, de machin, enfin, c'était loin, c'était pas du tout des choses qui étaient abordées. Et là, pour eux, ils le savent, qu'ils vont parler du tri, qu'ils vont parler des insectes, qu'ils vont parler des fruits et des légumes. J'ai l'impression que c'est un peu plus présent dans leur quotidien. Mais est-ce que c'est rassurant pour eux? Je suis pas sûre. Je pense que ça doit quand même assez être une source d'angoisse de se dire que, bah ouais, nous, on est petits, mais il faut qu'on fasse attention à tout ça. Je sais pas comment est-ce qu'ils le prennent. Je pense que ça doit être difficile en tant qu'enfant aussi d'avoir cette responsabilité. Et puis du coup, vous, à travers vos interventions, en fait, que vous confortez dans le sens où ce qu'ils sont en train de faire et autres, en fait, c'est la bonne chose et que finalement, c'est pas insurmontable non plus et que c'est vraiment quelque chose de tout à fait possible, quoi. Oui, et puis après, on est vraiment toujours, nous, dans des façons d'amener les notions sur du ludique, sur du jeu, avec Julien, on avait travaillé sur le compost, avec des petits jeux de mémoire sur les animaux, donc sur les insectes du compost. Donc c'est vrai qu'on va amener la chose, nous, de façon hyper ludique, hyper positive et pour susciter de l'intérêt. Donc forcément, les enfants en général, ou même les professionnels avec qui on travaille, ils accrochent. Et forcément, une fois que le jeu est là, l'intérêt est là aussi. Donc les notions, elles passent aussi beaucoup plus facilement. C'est aussi important cette notion de peur que vous avez évoquée. Alors déjà, dans notre démarche, on va dire poser une limite qui peut être représentée par un danger qui dit attention, peut-être on ne pourra pas avoir des bons légumes dans X années. Alors, bien sûr, on peut poser la notion de danger, mais c'est très important de le dissocier de la peur. Parce que justement, on n'est pas obligé d'être militant, de changer des choses. C'est-à-dire qu'on peut aussi aller vers des choix au quotidien qui sont beaucoup plus posés et qui, on va dire, participent à ce changement-là. Alors, c'est pour ça, notion de peur, oui, est liée, comme on pense tous à futur. C'est pas toujours évident, c'est l'inconnu. Mais c'est aussi d'amener plus à cet quotidien à travers le jeu, poser, ouvrir un horizon. C'est presque d'une façon, pas dans la notion de temps qui nous attend, mais plus de celle qui nous entoure. Et c'est ça l'environnement. J'en fais ici maintenant partie d'un environnement. Et c'est là où on va aller vers une réflexion. Qu'est-ce que je peux faire ? Sans aussi entrer dans la culpabilité, puisque on est aussi entouré par cet environnement dans différents aspects. Les choix de l'alimentation, en tant que parents ou même professionnels, on fait aussi nos choix et ça va vite. Alors des fois aussi, on fait pour plus simple pour nous. Mais c'est aussi découvrir, c'est très intéressant, c'est découvrir cette façon de travailler. Mais attends, je peux manger des lentilles avec le riz. Mais c'est déjà poser ça comme une idée, et d'aller vers ce choix-là. Alors tout ça, oui, c'est nécessaire même que à travers le jeu, on puisse poser ce cadre-là, ouvrir. Par contre, c'est individus qui deviennent un acteur. Il y a certaines personnes qui adhèrent facilement, mais pour certaines, ça va être peut-être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Mais ça ne nous appartient pas. C'est quelque chose qu'on propose, mais on ne force pas. Après, l'idée aussi, c'est vraiment de faire le lien avec les adultes qui entourent l'enfant et comme tu disais, en fait, qu'ils soient capables aussi d'expliquer, oui, le riz, ça peut très bien aller avec les lentilles et en fait, ça pose pas de problème parce que, et si du coup, tout ce travail-là qu'on va faire, nous, avec les parents, avec les enseignants, avec les ATSEM, avec les animateurs de centres de loisirs, vraiment tous les adultes qui vont être autour de l'enfant, qui vont pouvoir être un relais au final des messages de santé au quotidien et qui va faire sens aussi et qui va faire lien avec nos projets et qui vont permettre aux enfants en fait petit à petit de rentrer dans ces démarches-là. Et moi, j'ai même pas la sensation vraiment que, en tout cas quand je suis intervenue sur le lien entre l'environnement, la nutrition et la santé,
j'ai l'impression que pour les enfants, c'est évident, en fait. J'ai l'impression que pour les enfants, en fait, c'est, bah oui, on jette pas un papier par terre. Bah oui, c'est normal. Donc, c'est rassurant d'un côté, parce qu'on se dit que pour eux, en fait, l'enclenchement, il est déjà là. En fait, nous, on vient que conforter quelque chose qui est déjà un petit peu installé. Au final, on vient pas en sortir un truc du chapeau qui leur parle pas du tout, en réalité. On le voit après avec au collège-lycée, parce que du coup, il y a les rôles des éco-délégués. Le fait que des élèves soient fléchés en tant que responsables en fait, environnement, en quelque sorte, de l'établissement, et que ce soit eux qui soient l'idée d'initiative, en fait. C'est eux qui font les réunions, c'est eux qui se lancent les idées, c'est eux qui... donc du coup, ça aussi, c'est assez nouveau dans l'établissement, mais on sent qu'il y a un intérêt. Qu'au début, ils sont un peu perdus au début de l'année, mais à la fin, on sent que vraiment, voilà, ça leur tient à cœur, ils ont envie de faire des choses, et de sensibiliser tout le monde et d'essayer. Et je pense que le fait que ce soit fait par les pairs et par des élèves, du coup, ils arrivent même à sensibiliser les adultes aussi à ça. Donc ça, c'est assez intéressant de voir tous ces rôles-là qui ont été créés. C'est pas juste du vent pour faire joli en disant ouais, je suis éco-délégué, je m'intéresse à l'environnement, enfin, on s'en fout. Eux, c'est vraiment, ils ont envie de faire des choses. Donc c'est assez intéressant de voir qu'ils se saisissent vraiment de ça et que, comme dit Virginie, c'est une logique pour eux. C'est vraiment, c'est leur logique. Puis il y a des municipalités qui sont hyper facilitantes aussi sur Toulon. Dans certaines écoles, je sais qu'il y a des enseignantes qui ont mis en place un composteur. Donc du coup, dès qu'il y a des restes sur des goûters, sur des événements qui sont partagés, du coup, voilà, ils ont le réflexe, même en maternelle à 3 ans, d'aller mettre les fruits dans le composteur. Et voilà, et d'autres écoles qui... sur le gaspillage aussi. Sur le gaspillage, sur tout ce qui va être mis en place au niveau des cantines. Enfin, il y a des municipalités aussi qui sont hyper facilitantes et il y a des volontés, en tout cas des professionnels, d'installer ça vraiment dans la vie de l'école et dans la vie des établissements. Donc, c'est que positif. Oui, c'est plutôt une bonne note tout ça. Hein. Ça encourage à continuer dans ce sens-là. Clairement, oui, clairement. Finalement, ce rapport du GIEC qui est quand même plutôt alarmant, hein, alors on vient de voir que concrètement sur le terrain, il y a quand même des notes positives qui sont là et ça donne quand même bon espoir. Et du coup, pour permettre aux différents acteurs qui souhaiteraient continuer à travailler sur cette thématique-là, donc on peut faire appel au CODES du coup pour mettre en place ces projets-là. Mais Martina, du coup, on peut quand même revenir auprès de toi. Si tu peux nous remontrer pour conclure les outils, vite fait, s'il y a quelque chose de plus précis à rajouter ou... Oui, tout à fait. Alors, quand on travaille ensemble au CODES, à travers des actions de terrain, mais aussi au centre documentaire, on accueille aussi les personnes qui sont acteurs du terrain et surtout, on échange ensemble pendant les journées d'échange. Alors, le 30 mai, on va présenter l'ensemble des outils. Ces outils-là, le 30 mai. Ces outils, voilà, l'ensemble de 30 mai. Ici au CODES, qu'entre les professionnels, pour échanger, comme nous avons fait ensemble, sur nos pratiques. C'est vraiment très enrichissant parce que justement, en complétant comme un genre de puzzle, on crée quelque chose ensemble pendant cette journée-là, en se basant sur le contenu des outils. Alors, tous les outils qui sont accueillis au centre documentaire, elles sont réfléchies dans ce qu'on appelle une politique d'acquisition. C'est-à-dire qu'elles doivent entrer dans un respect d'éducation pour la santé. C'est-à-dire que l'éditeur est connu, il s'inscrit dans cette démarche-là, comme par exemple la mutualité sociale agricole, où on va travailler à travers la saisonnalité avec les photos, avec des jeux, des milliers de pistes possibles pour animer des séances auprès des enfants. Tout ça est téléchargeable. Alors l'outil, je me suis renseignée, n'est plus édité. Alors par contre, si on veut accéder aussi à le contenu téléchargeable, puisque voilà, il y a des possibilités, on peut faire un prêt de cet outil-là pour notre structure. Alors tous les prêts, c'est en centre documentaire pour 1 mois avec une attestation qu'on met en place pour faciliter des choses. Alors, saisonnalité au fil des saisons. Je tiens beaucoup aussi à fil des saisons parce que c'était vraiment travailler l'agriculture de la région PACA en particulier. Ça veut dire qu'on est vraiment ici maintenant sur notre territoire. Il ne s'agit pas de déjà sauver de l'autre bout du monde, mais vraiment de commencer par un territoire d'ici. Alors, l'autre jeu, le Ludobio, voilà, c'est plus un jeu de plateau où on peut aussi poser pour travailler sur les solutions possibles et sur la connaissance de l'agriculture biologique. Qu'est-ce que c'est? Travailler avec des enfants. Bio, on entend, mais qu'est-ce qui se cache derrière?
Alors, il y a aussi la notion de gaspillage alimentaire, alors qui est aidée aussi par le pic vert. C'est pic vert, voilà, et où on va s'interroger sur les façons de consommer. Tous ces outils-là sont vraiment adressés pour l'école primaire, mais tous les outils, elles sont construits avec des objectifs particuliers, avec des fiches activités très accessibles pour mettre en place. Oui, sur celui-là, pardon, je me permets d'intervenir. Je l'ai utilisé moi en centre de loisirs et en fait toutes les fiches d'activité sont déjà toutes montées, il n'y a qu'à les mettre en place sur le terrain. D'accord. Après ça a été aussi une source d'inspiration, tu as des plateaux, tu as des jeux de cartes pour travailler de la fourche à la fourchette au niveau des aliments. Donc même si tu n'utilises pas exactement comme c'est monté, tu peux t'en inspirer pour te l'adapter. Oui, c'est aussi une de notre façon de travailler, c'est pour aussi proposer cet accompagnement. Ce qu'on appelle une ingénierie en promotion de la santé, c'est de vraiment réfléchir aussi comment le jeu peut être adapté dans l'environnement, parce que c'est différent d'être dans la cour de récréation de l'école, qu'on peut être à l'extérieur ou qu'on peut être dans une petite salle, dans une association. Voilà, chaque fois on réfléchit toutes ces adaptations possibles. Alors, le dernier, qui est mon petit légumadi, que c'est une richesse, déjà tout construit dans cette démarche de aller vers les légumes, de les découvrir, redécouvrir, deviner, 41 activités avec tous les aspects sensoriels. On utilise 5 sens plus un 6e qui est imaginaire pour aussi stimuler les enfants d'aller vers peut-être une autre perspective de cette future-là, qui nous attend. Alors, tout est déjà fait. Vraiment, c'est ça qu'il faut aussi entendre, que nous sommes là aussi pour aider à mettre en place quelque chose qui ne demande plus un animateur ou un éducateur. Toute cette partie de réflexion, par quoi je commence, ça prend du temps. Des choses sont déjà posées. Il suffit juste d'aller piocher dedans. Et donc tout ça sera vraiment retravaillé plus... le 30 mai. Le 30 mai, lundi 30 mai après-midi ? C'est toute la journée. Toute la journée. Parce que c'est l'idée, quand on entend dans le journée d'échange, la base c'est des échanges. C'est-à-dire qu'à travers les contenus des outils, avec des photos, avec des jeux proposés, on va proposer des différents petits ateliers pour par la suite échanger entre les professionnels sur les axes possibles de travail par rapport à leur pratique. Et pour s'inscrire à cette journée d'échange ? Alors, le contenu sur notre site, je crois que c'est en cours, mais vous pouvez toujours envoyer le mail sur centredoc@codes83.org. Ok, donc ratez pas cette journée. En même temps, j'en profite parce que le 30 mai, c'est également, on fait une demi-journée d'échange de pratique pour Restaurer Lot, le projet Restaurer Lot qui concerne l'alimentation et la précarité, dans lequel l'alimentation durable tient aussi sa place. Et je fais un petit rappel, il y a des différentes formations qui vont arriver. Donc il y a la formation PSSM, donc les premiers secours en santé mentale, qui seront les 2 et 3 juin. Il y aura également l'initiation à l'Open Dialogue le 20 et 21 juin. Il y a encore une fois la vie affective et sexuelle et handicap. Ça, ce sera à la garde aussi le 28, 29 et 30 septembre. La formation à la communication non violente, qui sera donc le 29 et 30 septembre également. Et enfin, nous avons une formation sur journée d'information du dispositif Pass Santé Jeune qui, lui, se déroulera le 13 juin 2022. Donc voilà, ne ratez pas toutes ces formations. Merci à toutes d'être venues. Merci à vous d'être restés tout le long de l'émission. Et on se revoit le mois prochain pour la nouvelle thématique et on garde le secret quant à ce sujet-là. Merci. Merci.